l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Bien le bonjour. Salut Antoine. On va jaser électrique un peu aujourd'hui, autant dans l'actualité qu'avec notre invité. Ben oui, absolument. Qui s'appelle Vincent Tremblay. Je vous en dis pas plus. Essayez de deviner c'est qui Vincent Tremblay. Il y en a un seul au Québec. On va revenir là-dessus. Puis en plus, ton essai, si on a le temps d'en parler, c'est une voiture électrique. Oui, exactement. C'est pas tout à fait le cas de la voiture dont Hugues va nous parler. Ah non, mais pas du tout. Alors. C'est rare que Hugues nous parle de véhicules électriques. Il y avait des assez rare. D'après moi, il y avait des vitres électriques là-dedans. Ça Ouais. Mais avant d'aller là, premières images dévoilées de la BMW M3. On l'attendait, celle-là. Oui, ben en fait, c'est les images, c'est le M Concept Neuroclass. Là, c'est vraiment, on avait vu des images camouflées de ce véhicule-là en testing sur la neige. On a vu la i3, évidemment, qui a été dévoilée. Moi, j'ai pu l'observer d'un peu plus près. Cette berline-là qui va remplacer la série 3 en fait, sous la plateforme Neuroclass. Ouais. On a vu et essayé le iX3, qui était le premier véhicule de la Neuroclass qui va être commercialisé. Exploitant cette plateforme-là. Exploitant cette plateforme-là. Et puis là, ben, on veut montrer un peu qu'est-ce que pourrait avoir l'air la M3 sur cette plateforme-là. Et le concept est là, mais on peut s'attendre à quelque chose qui va ressembler à ça, évidemment. Des ailes élargies, tout le look un peu à l'avant qu'on a retrouvé dans la i3, qu'on a vu les photos officielles. Donc, on va pouvoir voir un petit peu plus de ça plus tard. Du côté technique, moi, j'avais assisté à une présentation sur essentiellement qu'est-ce que M allait faire dans le développement des voitures électriques. Fait que ce véhicule-là va avoir 4 moteurs électriques placés en parallèle dans le milieu du véhicule. On va être capable d'avoir probablement 1000 chevaux, pas moins que ça. Les moteurs à l'avant vont pouvoir être désactivés de manière indépendante pour avoir seulement la propulsion là, à l'arrière, évidemment. On va avoir toutes sortes de modes de conduite spécifiques à M. Là, on regarde l'intérieur, évidemment, on le reconnaît, hein, cet habitacle-là, avec l'espèce d'écran en parallélogramme, là, puis le panoramic vision, la projection dans le bas du pare-brise. Quelque chose qui se répand là, dans le catalogue BMW. Moi, j'ai eu la chance la semaine dernière d'aller essayer la nouvelle génération du X5. Ouais. Je peux pas en parler de qu'est-ce qui est arrivé parce que justement, on va en parler la semaine prochaine. Mais tout pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve là, dans ces véhicules-là qui vont être proposés. Puis en plus, le X5 va être proposé avec non seulement une motorisation électrique, mais une motorisation thermique, diesel, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Mais pour revenir à la M3, évidemment, et ce modèle-là également, à cause de la Neuroclass, va pouvoir éventuellement accommoder des motorisations à essence, motorisations hybrides enfichables. Puis c'est un petit peu la philosophie de cette plateforme-là. Puis la philosophie qu'on finit souvent par parler, c'est d'être le plus polyvalent possible dans l'industrie. Puis que je pense que BMW a comme compris que oui, le développement de la voiture électrique pour le sport automobile est extraordinaire, mais on est capable aussi d'avoir la polyvalence. On en avait de déjà discuté avec les stratèges de BMW, les hauts dirigeants, en fait. Eux vont développer à peu près tous les types de technologies et vont les adapter en fonction de la demande sur les différents marchés à travers le monde. Voilà. Ce qui veut dire que si tu veux avoir de l'hydrogène, de l'essence, de l'hybride rechargeable, du 100% électrique, du diesel. Parfait, on a tout ça. Ouais. Alors, selon la réglementation et avec des plateformes qui pourront accueillir différents types de technologies, on va être capable de servir ça. Alors, c'est le cas avec la plateforme CLAR, si ma mémoire est bonne, qui peut recevoir différents types de technologies, comme c'est le cas avec la plateforme STLA du côté de chez Stellantis. Oui, exactement. Qui peut recevoir de l'électrique et des moteurs à essence. Ouais. Après ça, tu vas me dire, il faut que ça fonctionne. Ça, c'est une autre question. On les a pas essayés encore. Mais bref, ça se peut et c'est le plan de BMW. Ouais, exactement. Mitsubishi, là, on a eu des grosses nouvelles. D'abord, tu peux nous parler de l'Eclipse Sportback. Et mon seul commentaire sera celui-ci. Lâchez-nous avec le nom Eclipse, il y en a d'autres. On l'a trop exploité. Là. Eclipse Cross, Eclipse Sportback, Eclipse... à un moment donné, vous pouvez aller fouiller ailleurs. Il y en a d'autres dans le catalogue Mitsubishi. Eclipse solaire, Eclipse... Ramenez le nom Galant, Diamante, Lancer, il y en avait d'autres. Là. Eclipse, c'est correct. Là. On a fini avec ça. Mais là, l'Eclipse Sportback,
qui pourrait peut-être, en quelque sorte, remplacer l'Eclipse Cross. On verra. Écoute, parce que l'Eclipse Cross aurait besoin d'un remplacement. Oui, mais l'Eclipse Cross revient en 27, inchangé. Échangé. Et le Clip Sportback va venir s'ajouter à la gamme, arrive à l'automne. Oui, évidemment, c'est un... Ça ressemble à la Leaf. C'est une Leaf. C'est une Leaf, là, on va se le dire. Non. Avec une face de Mitsubishi, mais même à ça, pas tant que ça. Là. Quelle surprise. La photo de profil, justement, là, ça révèle pas mal l'idée derrière le véhicule. Puis on le savait que ça allait être un véhicule électrique basé sur la Leaf. Évidemment, les spécifications techniques, on les a pas, mais elles vont ressembler. Là encore, si pas juste être exactement pareil comme celle de la Leaf. Dis pas des choses comme ça, j'ai failli tomber de ma chaise. Regarde, par contre, bon, alors, on aura cette électrique-là chez Mitsubishi et on sait qu'il y a un proche, évidemment, il y a une grosse proximité entre les deux constructeurs, Nissan et Mitsubishi. Ouais. Et la preuve, c'est dans ce que je vais vous dire là, parce que moi, j'ai eu des informations très privilégiées de gens qui ont assisté au meeting nord-américain à Chicago pour les plus gros concessionnaires Mitsubishi à travers l'Amérique du Nord. Évidemment, il faut comprendre un truc, c'est que Mitsubishi, au Canada, est en très bonne position. On a vendu à peu près 35 000 véhicules l'année passée au Canada, ce qui veut dire l'équivalent d'à peu près 30 véhicules par mois par concession, donc un par jour par concession. C'est pas des chiffres de General Motors. Oui, mais ça a déjà été pire que ça, là. Ça a déjà été pire que ça. Puis attends, du côté des États-Unis, c'est 15 véhicules par mois qu'on vend par concession. C'est 2 fois pire qu'ici. Alors, c'est sûr qu'on a du chemin à rattraper aux États-Unis. Il y a une grosse offensive qui s'en vient sur le marché américain avec la liste de véhicules dont je vais vous parler. D'abord, l'année prochaine, il y aura une version rugged du Outlander qu'on connaît actuellement. Alors, une espèce de Rock Creek chez Mitsubishi, ça pourrait ressembler à ça. Est-ce qu'on va l'appeler Rally Art? Je ne le sais pas, mais on verra. Dès l'année suivante, nouvelle génération d'Outlander. Et là, ce que les gens m'ont dit, c'est attendez-vous à un design vraiment poussé qui rappelle un peu celui du Range Rover Velar. On est là-dedans. Donc, est-ce qu'on va vouloir faire évoluer l'Outlander dans un créneau supérieur? C'est une autre question à suivre. On n'a pas plus de détails. Ce qu'on sait, c'est que ça va être hybride. Après ça, VUS sur châssis à échelle 7 passagers avec un V6 hybride, c'est évidemment un clone du futur Nissan Pathfinder qui va arriver sur le marché en 2028. 2029, camionnette intermédiaire V6 non hybride, c'est évidemment un clone de la future camionnette Frontier qui va être lancée, basée sur le Pathfinder. Le Pajero, pour ceux qui se posent la question, n'est pas prévu sur le marché nord-américain encore. On avait parlé de ça, mais... Ça ne viendra pas pour le moment. Il n'est pas homologué. Ça ne veut pas dire qu'on n'étudie pas la question pour le faire, parce qu'avec le relâchement des règles, on serait peut-être capable de réussir à l'amener, mais ça ne fait pas encore partie des plans. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est 2028, RVR de nouvelle génération. RVR qui s'appelle ASX sur les marchés européens et asiatiques, qui s'appelle Outlander Sport sur le marché américain. Comment est-ce qu'on va renommer tout ça? Aucune idée. Mais le RVR va demeurer le modèle d'entrée de gamme chez Mitsubishi, sera un véhicule de fabrication japonaise qui pourrait peut-être exploiter des technologies de chez Nissan, mais qui ne sera pas un clone d'un Nissan qu'on connaît actuellement. Donc, pas un Kicks avec un logo Mitsubishi. Et ce qu'on nous a dit, c'est que le look était un peu dans la lignée de celui d'un Bronco Sport. Ça change un peu. Un peu plus carré, un peu plus carré, compact, et c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent chez Mitsubishi. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé d'une seule voiture. Alors, pas de Mirage, pas de Lancer. Pas de Lancer. Pas de... Non, ça va surprise. Mais à tout le moins, il y a ça dans les plans sur Mitsubishi, alors ça bouge pas mal. Ce qu'on souhaite, c'est que Mitsubishi n'ait pas l'idée de aussi cloner l'Aria dont tu vas nous parler. Oui, ben l'Aria qui a eu une... Tu peux nous en parler très brièvement. Très brièvement. Ben, si l'Aria a eu comme un facelift similaire à ce qu'on voit sur la Pacifica, c'est-à-dire un petit sourire dessiné dessus, et c'est à peu près ça. Donc, à l'intérieur, quelques petites améliorations au niveau écran. Si je me trompe pas, l'Aria, on avait éliminé des modèles là qui étaient... on a gardé seulement 2 modèles dans la lignée, donc ça a été simplifié.
Mais autrement, on a essentiellement affaire avec le même véhicule. Alors, grosse nouvelle cette semaine, en fait, nouvelle qu'on attendait au moment où vous voyez les images du Nissan Ariya qui est pareil comme celui. C'est ça, je te dis, le devant, on a repris le devant Nissan qu'on met ses Mitsubishi, puis etc. Sauf que, essentiellement, un véhicule qui est très similaire. Grosse nouvelle pour, évidemment, les concessionnaires au Québec. On recule sur les normes VZE, en fait, sur les objectifs de vente de véhicules électriques. Le gouvernement de la CAQ a annoncé un recul considérable. Moi, ça me fait un peu rire parce qu'on a mis l'accent sur 2035 en disant on va passer de 100% d'objectifs à 80%. On n'en a rien à foutre de 2035. Le gouvernement a le temps de changer 3 fois, pas le temps de changer... Mais c'est les objectifs annuels aussi qui ont été modifiés. Mais ce qu'on n'a pas dit dans les nouvelles, et moi, j'ai posé la question parce que c'est ça qui nous concerne là, c'est quoi les objectifs pour 2026? Parce que personne n'en a parlé. Tu fouilles dans les médias, là, puis à partir de 27, on l'a dit. Ça va être 2020, c'est ça, 2026 maintenant. 2027, ça va être 30%. OK? Mais 2026, ça devait être 32,5%. Alors, c'est quoi l'objectif? Je pense que c'est probablement les mêmes, mais avec l'inclusion des hybrides traditionnels. Non, c'est-à-dire que on a reculé à 26%. On ne l'a pas dit à personne. Mais parce qu'on a déjà des crédits accumulés en surplus des dernières années, ça va donner l'équivalent d'à peu près 20-21%. Pas qu'on y touche pas, puis fait que les concessionnaires ont pu être inquiets parce que je pense qu'on va être capable d'atteindre cet objectif-là, des véhicules électriques qui s'en vendent quand même un bon nombre en ce moment. En ce moment, ça va bien. Alors, ça sera ça pour 2026. 27, on est à 30%. 2030, on est à 51%. Mm-hmm. Évidemment, c'est progressif pendant ce temps-là. Ce qui est assez particulier, c'est que là, on donne des crédits pour les véhicules hybrides non branchables. C'est ça, traditionnel. Là. Alors ça, c'est particulier. Et vous aurez compris que c'est une règle qui a été adoptée grâce à la pression des lobbyistes de Toyota et Honda qui fabriquent des véhicules au Canada et bon, évidemment, Toyota, a quelques modèles électriques, là, mais Honda, c'est pas le cas. Et on veut évidemment être capable de sortir la tête hors de l'eau. Parce que la vérité, c'est que Honda, avec le parc automobile qu'on a, on pollue quand même moins en termes d'émanations polluantes que General Motors, qui, oui, a des véhicules électriques, mais qui vend des pick-up à moteur V8. La question, c'est de ne pas pénaliser des constructeurs qui font des véhicules hybrides et qui ont un parc automobile moins polluant, justement. Ça ressemble un peu à l'idée de la CAF, justement, corporate average. C'est-à-dire que c'est toujours c'est toujours sur une moyenne. Si tu vends un gros pick-up, il faut vendre 4 petites voitures, quoi. Fait que, tu sais, c'est des changements qui sont importants, puis c'est surtout un soulagement pour la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec parce qu'on était les seuls à ne pas avoir reculé ou à ne pas avoir manifesté quelconque information. Il y a eu un changement de dirigeants à la CAQ. La moitié des gens ont sacré leur camp ou ont été remerciés ou appelez ça comme vous voudrez, mais ça a juste fait en sorte qu'on a pelleté le problème par en avant quelques mois de plus. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire que l'industrie capotait très sérieusement. Là, au moins, on a des nouvelles. C'est pas mal plus rassurant. BYD maintenant. Oui, BYD qui s'installe tranquillement pas vite au Canada. On a entendu parler d'offres d'emploi, par exemple, à Toronto pour la direction du déploiement des concessionnaires BYD éventuels. Ça n'arrivera pas cette année, mais ça dans la prochaine année, on va commencer à avoir du mouvement du côté produit de ce côté-là. Mais BYD on veut commencer à s'installer avec les véhicules, mais on veut déployer aussi l'infrastructure de recharge à travers le pays avec des chargeurs qu'on a parlé une couple de fois dans les nouvelles puis aussi au podcast. Des chargeurs qui sont capables d'avoir 1000 kW ou 1500 kW de puissance. Bon, là, jusque-là, le véhicule, on va le dire tout le temps, dans une situation de recharge, c'est le véhicule qui décide combien de recharge est capable d'accepter. Chez BYD, on a développé des technologies, des batteries Blade, par exemple, qui sont
vraisemblablement capable d'accepter cette recharge-là, même si on ne l'a pas testé ici en Amérique du Nord. J'ai hâte de voir la durée de vie de ces batteries-là. C'est la question que je me posais en lisant cette nouvelle-là. Parce que justement, et surtout au froid. Tout le monde peut se réjouir de ces chargeurs-là. C'est pas difficile de faire un chargeur de cette puissance-là quand on a les infrastructures pour le faire, mais il faut que le véhicule soit capable d'accepter ça et qu'il y ait une pérennité aussi dans ces batteries-là, justement, à faire des recharges à ce niveau-là. Peut-être et que s'il y a un problème, on soit capable de les réparer. Oui. Parce que peut-être que BYD, et j'en doute même pas, ils ont développé des technologies extraordinaires pour y arriver et leurs voitures vont être capables d'être chargées sur ces chargeurs-là. Mais encore est-il que il faut le tester sur plusieurs années, ce genre d'affaires. Mais je trouve que la technologie a tellement évolué et la capacité des batteries de prendre cette recharge-là et d'être conditionnées pour le faire s'est améliorée d'année après année. Donc, on va apprendre de ça, là, je pense, dans les prochaines années. On va parler beaucoup de BYD, des constructeurs chinois dans les prochaines semaines. On n'a pas fini. On n'a pas fini, ça, c'est certain. Rapidement sur Chrysler. Tu vois, moi, quand tu me parlais de BYD, je m'imaginais justement des nouveaux concessionnaires BYD dans d'anciennes concessions Chrysler, mais là, tu vas me parler de Chrysler. Fait que, bref. Oui, évidemment. Je rajoute une anecdote, là. Ça fait... J'ai emprunté la semaine passée un véhicule média qui est un Grand Wagoneer. La moitié du tableau de bord fonctionne pas. Il y a des bugs là-dedans. Le siège du conducteur, il y a un support lombaire que je peux pas désactiver, qui est l'équivalent d'un blé d'Inde dans le dos. Ça a aucun sens. Et puis là, on m'a annulé l'essai d'un Grand Cherokee pour un problème logiciel X sur le 4 cylindres Hurricane. Qu'est-ce qui se passe? Sans blague, là, c'est un peu inquiétant. Puis, tu sais, c'est pas comme si le Grand Cherokee, c'était nouveau, là. Tout ça pour dire que on veut bien donner des chances à Stellantis, mais on a comme l'impression qu'on cultive les malheurs. Et là... Ah, merci. Merci à la régie. Et là, ce que tu me dis, c'est que on pourrait prendre des Fiat et les vendre chez Chrysler? Ben, écoute, c'est une bonne idée, ça. Hein? Pour relancer une marque centenaire comme celle-là. On a remarqué que, je pense, dans les dernières émissions, dans les dernières semaines, que quoi qu'il arrive chez Stellantis, on en parle le plus possible. Et toutes les idées qui sortent dans les réunions, je pense, chez Stellantis, tout le monde veut en parler parce que justement, on peut changer d'idée à la fin. T'sais, on peut dire que finalement, ça aurait pu être ça, mais finalement, ça sera pas ça. Quand que les Fiat Grizzly... Ils devraient recruter à la CAQ, eux autres. Quand les Fiat Grizzly ont été dévoilés, ça a été des véhicules qui sont destinés pour le marché européen, évidemment. Des véhicules qui ont pas mauvaise mine. Là, on les regarde, puis ça paraît bien. Ça pourrait paraître très bien sur les routes nord-américaines. Ben évidemment, chez Chrysler, on n'a rien. Fait qu'on s'est dit, quand on a montré la petite image là, du plan Fast Lane, STL 2030, on avait des petites couvertes sur les Arrow puis Arrow Cross, là, si je me rappelle, je me trompe pas de nom, Arrow Cross exactement. Ben, on a les Grizzly, c'est un petit utilitaire et un petit utilitaire coupé, donc pourquoi pas, tu sais. Est-ce que ça va réellement arriver de cette manière-là? Ça se peut, mais encore là, qu'est-ce qui manque? Et on se le répète à chaque fois, c'est le tangible. J'ai pas de spécification à vous donner pour les Fiat Grizzly et je n'ai pas de spécification à vous donner pour les possibles Arrow. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on comprend pas? Le principe d'une erreur, c'est de ne pas la répéter. On l'a fait avec la Dodge Dart, on l'a fait avec le Dodge Hornet. Ça a été 2 échecs commerciaux lamentables. Et là, on voudrait répéter l'histoire encore une fois? Ouais, c'est... qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Écoute, on ose espérer que ce n'est que pour faire... attirer de l'attention vers la marque et peut-être qu'on a un plan un petit peu plus élaboré que ça du côté de chez Chrysler. On va parler d'une marque qui est beaucoup plus prospère au retour de la pause avec Hugues, Excalibur. Le guide de l'auto. Hugues, Excalibur. Ouais, monsieur.
T'as travaillé fort sur cette intro-là. Voilà. De nombreuses compagnies fabriquent ou ont fabriqué des autos de style néoclassique ou néo-rétro. Par définition, un véhicule néoclassique utilise des composants modernes sous une allure d'inspiration provenant de modèles anciens. Inspiration est ici le mot-clé puisqu'il ne s'agit pas nécessairement d'une réplique. Parmi de telles compagnies, on pense notamment en Amérique du Nord à Cleney, Zimmer ou Stodz. Mais celle qui a tout démarré, c'est Excalibur. Alors, on va commencer par parler de l'homme qui était derrière ce projet-là. Moins connu que Raymond Loewy, Brooks Stevens est pourtant un designer industriel prolifique. Après avoir établi son propre bureau à Milwaukee, dans le Wisconsin, en 1934, il a dessiné des meubles, de l'électroménager, des logos, ainsi que des trains ou des motos, dont la Harley-Davidson Ultra Glide de 1949. Dans le secteur automobile, il travaillera entre autres pour Volkswagen, Alfa Romeo, Kaiser Motors ou Oscar Mayer, car c'est lui qui signera la Wienermobile. Son design le plus connu est certainement le Jeep Wagoneer ou Grand Wagoneer, produit de 1963 à 1991. Son meilleur client est par contre Studebaker, pour lequel il réalisera plusieurs véhicules, dont la Gran Turismo Hawk de 1962, la Lark de seconde génération, y compris le modèle Wagoneer à toit arrière coulissant pour transporter des objets hauts, ainsi que le dernier concept de la marque, la Sceptre, avant sa disparition. Au début des années 50, Stevens crée un coupé sportif en aluminium basé sur un châssis de Henry G, une petite auto produite par Kaiser Frazer entre 1951 et 1954. Il nomme le véhicule Excalibur G et 4 exemplaires seront fabriqués à des fins de compétition. Pas de lien avec les futurs modèles, si ce n'est le nom. Avance rapide à l'année 1963. Sherwood Egbert, le patron de Studebaker, appelle Stevens pour demander de dessiner des concepts qui pourront attirer l'attention sur la marque pour la saison des salons 1964. Il en réalise 3 sur la base du modèle Lark, qui ne laisse pas grande impression à leur première apparition au salon de Chicago. Le salon de New York, en avril, approche et il faut réagir. Stevens pense à un véhicule sur un châssis de Lark Daytona, mais avec des lignes inspirées de la Mercedes SSK 1928. Il possède une SS 180 Phaeton. La coïncidence est intéressante puisqu'à l'époque, Studebaker est l'importateur de Mercedes aux États-Unis. Le châssis de la Lark est bien adapté à un tel design puisqu'il est un peu moins large que la plupart des châssis conventionnels et avec un X central. Stevens réalise le dessin en urgence et l'auto est fabriquée en 6 semaines par seulement 3 hommes, dont l'un des 2 fils de Stevens. La carrosserie est en aluminium et le moteur, un V8 Studebaker de 289 pouces cubes à compresseur de 290 chevaux, est reculé de près de 70 cm, ce qui entraîne le déplacement de la direction et l'ajustement des suspensions. Sur la calandre trône un X dans un cercle. Mercedes demandera plus tard qu'il soit changé, jugeant le logo trop proche de l'étoile à 3 branches. Le X disparaîtra au profit d'une épée en lien avec la légende du roi Arthur. Le nom Mercedes-Baker est un moment envisagé, mais l'auto partira en direction de New York avec des logos Studebaker SS sur les côtés. Les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et non. Entre-temps, Sherwood Egbert a été remplacé par son second, Byers Burlingame, pour cause de maladie. Celui-ci se ravise, estimant que le public pourrait croire que Studebaker s'apprête à lancer un véhicule à l'allure rétro. Stevens appelle les organisateurs du salon de New York pour expliquer la situation. Ces derniers lui disent de quand même envoyer l'auto et qu'ils trouveront un espace quelque part, ce qui fut fait en face d'un stand de hot dog au second étage. L'emplacement s'avérera idéal grâce à son fort passage. Le concept, simplement exposé comme un projet spécial de Brooks Stevens Design Associates, fit sensation. De nombreuses personnes désirèrent l'acheter et Stevens finit le salon avec 12 commandes fermes. De plus, Jerry Allen, concessionnaire Chevrolet de New York, montra un tel enthousiasme qu'il devint distributeur pour la côte Est. Sa seule demande, installer une mécanique Chevrolet dans le véhicule, sa concession étant dans l'immeuble GM. L'auto est ensuite présentée en Californie dans différents magazines, toujours avec la même réponse positive. Alors en juillet 1964, la compagnie SS Automobile est incorporée avec à sa tête les 2 fils de Stevens, David à l'ingénierie et à la fabrication et Steve aux ventes. Brooks Stevens jouera évidemment le rôle de designer ainsi que celui de mentor et d'investisseur. La compagnie deviendra l'Excalibur Automobile Corporation en 1966. Excalibur série 1 est proposé donc en 65. Il s'agit d'un roadster 2 places qui repose sur un châssis de Studebaker Lark de 109 pouces d'empattement. Il embarque un 327 pouces cubes de 300 chevaux provenant de la Corvette avec une boîte manuelle à 4 rapports. L'automatique est une option. Pour la carrosserie, la fibre de verre remplace l'aluminium, mais on retrouve ce matériau pour la calandre. Le prix de base est de 7 250 $ américains. Oui. Par comparaison, le prix d'une Corvette cabriolet de la même année était de 3 212 $.
La production est lente pour assurer la qualité et la compagnie essaye de fabriquer un maximum de ces pièces pour dépendre le moins possible de fournisseurs extérieurs. En 1966, une version Deluxe avec des ailes plus grandes et des marchepieds est ajoutée. L'usine est déplacée à West Allis, dans la banlieue de Milwaukee. Le millésime 67 voit l'introduction d'une carrosserie Phaeton à 4 places et d'une option V8 à compresseur de 400 chevaux ou 435 chevaux en 1968. L'année 1969 est la dernière pour la série 1 qui se vend maintenant $10,000 en Roadster et $11,000 en Phaeton. 359 exemplaires seront produits entre 1965 et 1969. Avec la série 2, Excalibur inaugure un cycle de nouveaux modèles aux 5 ans essentiellement. Tout à fait, et il perdurera d'ailleurs jusqu'à la série 5. Les différences esthétiques sont mineures par rapport à la série 1. Par contre, on retrouve un tout nouveau châssis de 111 pouces d'empattement, de conception maison, pensé autour des trains roulants et des motorisations de Chevrolet Corvette. Ce qui était logique puisque Studebaker avait fait faillite en mars 1966. Le moteur devient un 350 pouces cubes de 300 chevaux, l'option compresseur disparaît. Les prix montent à $11,500 pour le Roadster et $12,500 pour le Phaeton. Pour cette somme, vous obtenez l'air conditionné et le chauffage, la direction assistée avec volant réglable en hauteur, le différentiel arrière à glissement limité et un intérieur en cuir. En 1972, le V8 passe à 454 pouces cubes, 7 litres 4, et développe 365 chevaux. 342 exemplaires seront produits entre 1970 et 1974. La série 3, maintenant, doit répondre aux récentes normes de pollution et de sécurité. Là, c'est pas la même chose. Et non. Présentée en 1975, la série 3 reçoit un nouveau châssis de 112 pouces d'empattement avec une partie avant vissée afin de réduire le coût de réparation en cas de choc. Le V8 reste le 454 pouces cubes, mais sa puissance chute à 215 chevaux, notamment avec le passage du brut au net. Extérieurement, la différence majeure se situe au niveau des ailes avant qui sont mieux intégrées à la carrosserie. Le prix de $18,900 pour le Roadster ou le Phaeton et il grimpera jusqu'à $28,600 en 1979. Le prix d'une Corvette est alors de $12,313. Cette même année, le moteur redevient un 350 pouces cubes de 180 chevaux, la fabrication du Big Block ayant cessé en 1977. 1141 exemplaires seront produits entre 1975 et 1979, avec un record de 367 autos pour cette dernière année. Ceci entraîne une baisse de la qualité, ce qui ne plaît pas aux frères Stevens. La série 4, maintenant, là, il y a une nouvelle stratégie. Le nouveau modèle continue de monter en gamme et en prix, permettant d'assurer la rentabilité sur de plus petits volumes. Le châssis évolue peu techniquement, mais est étiré à 125 pouces d'empattement, alors que le style est à présent plus inspiré des Mercedes SSK des années 30, avec des ailes plus galbées. Afin de passer les normes de consommation CAF, le moteur devient un 305 pouces cubes de 155 chevaux. Mais les autos sont très bien équipées et pèsent maintenant 2 tonnes. Résultat, ce sont des veaux et certains clients les retourneront. Les prix montent de $37 700 en 1980 à $57 000 en 1984. Malgré tout, 935 exemplaires sont produits entre 1980 et 1984. Et là, les choses vont se gâter, mais sérieusement, à partir de 85. La nouvelle série 5 est encore plus sophistiquée, avec un intérieur entièrement fabriqué en interne et non plus majoritairement avec des pièces GM. Pour cela, les frères Stevens consentent un gros investissement sur l'usine. Malheureusement, le marché ne répond pas face à ces autos dont les prix grimpent encore. $59 500 en Phaeton et $62 000 en Roadster. Les ventes baissent à 97 exemplaires en 1985 et 68 en 1986. La faillite est déclarée au milieu de l'année 1986. C'est Henry Warner, président de l'Acquisition Company of Wisconsin, qui reprend l'entreprise et la production redémarre début 1987. La puissance du 305 pouces cubes passe à 170 chevaux en 1987. L'année suivante voit l'apparition d'un 350 pouces cubes en option, ainsi que d'une carrosserie inédite 4 portes qui sera déclinée en limousine en 1989 et fabriquée à seulement 13 exemplaires. En 1989, les prix oscillent entre $71 865 pour les 2 portes et $72 325 pour les 4 portes. Mais la production réduite, 224 exemplaires entre 1987 et 1989, et les pratiques commerciales douteuses, voire illégales de Warner, amènent à une nouvelle faillite en 1990. Et c'est là que va commencer la lente agonie. Ouais. En 1991, c'est l'Allemand Michael Timmer qui rachète Excalibur, mais celui-ci manque d'argent rapidement et sans même avoir fabriqué un seul exemplaire, déclare forfait début 92. 2 autres Allemands, Udo et Gens Geitlinger, se portent au secours de la marque.
La production redémarre en 1993 avec des Roadster série 3 et des séries 5 modernisées. La grosse nouveauté est l'ajout de répliques d'AC Cobra. Mais rien ne marche et les Gatlinger jettent l'éponge en 1997. En 2003, Alice Preston, une ancienne employée du musée Brooks Stevens, récupère les droits de la marque et relance la fabrication de pièces afin d'assurer la maintenance des exemplaires sur la route. Aujourd'hui encore, c'est elle qui maintient la flamme Excalibur. Si Excalibur n'a produit qu'environ 3400 véhicules et est parfois vu comme un sommet du kitsch des années 70-80, la marque aura cependant laissé une empreinte certaine dans le paysage automobile. Tout d'abord, de par les nombreuses célébrités qui en ont possédé une. Alors, entre autres, on peut citer Dean Martin, Ronald Reagan, Steve McQueen, Sonny and Cher, Rod Stewart, Arnold Schwarzenegger ou bien James Brown. Mais aussi par le fait que différentes entreprises à travers le monde ont repris son flambeau et continuent de construire encore aujourd'hui des autos inspirées par la vision de Brooks Stevens et de ses fils. Merci beaucoup, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. S'ouvrir une boutique de chandelles dans un centre d'achat de quartier à Duvernay, c'est pas le meilleur plan d'affaires au monde. Par contre, le plan d'affaires de notre invité, lui, m'a convaincu dès que j'en ai entendu parler. Il a lancé son entreprise en janvier 2024 et ça s'appelle Mobile Charge. On accueille Vincent Tremblay. Salut Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoute, je vais te laisser la parole. Je veux d'abord que tu nous expliques ce qu'est Mobile Charge avant qu'on comprenne d'où est venue l'idée. Oui, absolument. Mais merci de me recevoir. Mobile Charge, c'est une compagnie qui offre un service de recharge mobile de niveau 3 pour véhicules électriques. Dans le fond, on avait vu un manque dans l'offre de bornes de recharge de niveau 3. Avec l'accélération de l'électrification des transports, on s'est dit il y a une place pour un chargeur mobile. Donc, nous, on offre ça à des particuliers et des entreprises qui exploitent des véhicules électriques. Et c'était dans l'optique d'aller dépanner des gens initialement ou tout simplement d'offrir un service alternatif? Bien, absolument. Donc, l'idée de départ, c'était de dépanner les électromobilistes. Dans le fond, les nouveaux électromobilistes sont peut-être moins habitués avec l'autonomie, surtout l'hiver en température froide. Donc, c'était d'offrir un dépannage et aussi d'offrir une recharge cédulée. On avait l'intention initialement d'être à des endroits névralgiques de façon cédulée pour recharger là où il n'y a pas assez de bornes. C'était l'idée de départ. C'est l'idée de départ. Bon, là, évidemment, pour ce faire, ça prend... c'est beau d'avoir l'idée, mais ça prend un concept et ça prend, évidemment, un véhicule qui est en mesure de se déplacer et de ravitailler des véhicules. Alors, comment tout ça a été pensé et inventé? Bien, c'est une bonne question. Donc, moi, je suis ingénieur électrique de formation. Donc, j'avais l'intention de développer ça. Je sais ce que je veux, mais je n'ai pas nécessairement l'expertise pour développer un système comme ça. Donc, je me suis entouré des bonnes personnes. J'ai trouvé une firme québécoise qui est experte dans ce domaine-là, donc la compagnie Ingenex. On connaît bien. Que vous connaissez bien. Puis, donc, on a développé ce système-là avec ce partenaire-là. Je pense que c'est un excellent choix. Donc, on voulait vraiment avoir la proximité de l'endroit où est développé le système dans le marché. Je voulais pas, par exemple, avoir un fournisseur d'outre-mer qui serait plus difficile de rejoindre. Je voulais aussi... Avec une compréhension qui est plus complexe des fois. Il peut y avoir des barrières, le décalage horaire, aussi la flotte de véhicules qui est différente à travers le monde. Donc, on voulait quelqu'un qui a l'expertise avec les véhicules d'ici. Donc, Ingenex a été un super bon partenaire. On s'est... adapter rapidement à toutes les nouveautés du domaine, les nouveaux véhicules électriques qui sortent avec des nouvelles fonctionnalités ou nouvelles technologies, mais on a pu s'adapter, s'arrimer rapidement à cause de la proximité. Ils sont situés à Trois-Rivières, donc c'est très facile de faire l'aller-retour, faire un petit update de système, là. Et eux, ils ont développé, évidemment, en partenariat avec toi, un système qui est capable d'emmagasiner suffisamment d'énergie pour que vous puissiez, à votre tour, aller ravitailler des véhicules qui seraient en manque d'énergie, grosso modo, là. C'est absolument ça. Donc, on a mis des batteries de véhicules électriques à l'intérieur de notre camion de recharge. Donc, tout notre système est alimenté par batterie. Il n'y a pas de génératrice ou d'autres systèmes comme ça, là. C'est vraiment, donc, c'est préalimenté.
Exactement. On charge notre système, nous, dans des bornes publiques ou des bornes de niveau 2 résidentielles. On a l'option. Donc, une fois que notre système est plein, on a presque 190 kWh de batterie. Oui, hein? Donc, à ce moment-là, on est capable de charger de façon rapide. Donc, c'est vraiment des bornes de niveau 3 qu'on a à l'intérieur du camion qui chargent à une puissance de 80 kW. Donc, c'est rapide. Habituellement, avec l'expérience qu'on a eue en chantier, en 20 minutes, on peut donner 25 % d'autonomie sur certains modèles dans certaines conditions, mais donc environ 25 % en 20 minutes, là, c'est ce qu'on atteint. Vous ne ravitaillerez pas nécessairement un véhicule à 100 %. L'idée, c'est de pouvoir le dépanner pour qu'il puisse ensuite aller se déplacer vers une borne et compléter sa charge, là. Absolument. Donc, dans le modèle de dépannage, on veut donner un 20 minutes, assez pour que le client puisse se rendre où il a besoin d'aller. Avec 25 % d'autonomie, on peut s'attendre à plusieurs kilomètres, jusqu'à 100 km dans certains cas. Dans le modèle de B2B avec les entreprises, là, c'est du sur-mesure. Donc, on charge des véhicules commerciaux à 100 % lorsque c'est requis. Donc, on s'adapte vraiment aux besoins du client commercial qu'on développe activement, là. Okay. Et là, vous avez développé une technologie, évidemment, installée dans un camion, mais ça pourrait aussi être une technologie qui n'est pas mobile. Oui, ou qui est semi-mobile. Dans le fond, ça peut être une remorque, ça peut être aussi un conteneur. Je pense à un domaine qu'on essaie, pas qu'on essaie, mais qu'on développe en ce moment, la machinerie lourde. Dans ce domaine-là, les gens utilisent des machines électriques sur une période prolongée. On peut livrer un conteneur avec des batteries à l'intérieur, des chargeurs. Donc, le conteneur est prêt à fonctionner. Il est alimenté avec la source d'énergie disponible sur le chantier, donc du réseau, finalement, AC. Puis, on peut charger tous les véhicules, toute la machinerie, le temps du projet, puis ensuite, on déplace le conteneur. Donc, c'est semi-mobile. Question, dans votre camion, là, tu as parlé à peu près de 180 kWh. Oui. Ça représente à peu près 2 batteries de véhicules, là, si le calcul est fait simplement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce camion-là, évidemment, pour assurer le fonctionnement du système? Bien, en fait, c'est des batteries de véhicules, comme tu le mentionnes. Ça prend un système de refroidissement. Il faut que ces batteries-là soient dans leur température d'utilisation optimum, donc qui est à peu près 21 degrés. Donc, il y a un système de refroidissement au liquide, comme on retrouve dans un véhicule. Donc, le système de gestion de la batterie, c'est la même chose que dans un véhicule. Le gros avantage d'utiliser des batteries de véhicules, c'est que c'est fait pour aller sur la route. C'est fait pour subir les vibrations, les chocs qu'on a sur la route. Oui, OK. Puis vous avez un système de refroidissement, l'équivalent, je vais dire l'équivalent de 2 batteries de véhicules, c'est sensiblement ça. Ça a été quoi les défis de tout intégrer ça dans avant qu'on ouvre les micros, tu me disais que c'était un Ford Transit. Oui. Les défis d'intégrer tout ça, justement, tu parles de que ça doit être résistant pour rouler sur la route, pour que ça brise pas, etc. J'imagine qu'à un moment donné, il faut que les systèmes là-dedans soient capables d'être compatibles là, avec tous les véhicules que vous voulez recharger. Il doit y avoir beaucoup d'informatique en arrière. Là. Il y a beaucoup de technologie. On ne peut pas vraiment s'improviser. Il faut être expert là-dedans. Des défis qu'on a eus, de retirer de la puissance de 2 batteries simultanément, ça, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, qui ne s'était pas fait avant. Parce que ces 2 batteries, on peut le dire, de Tesla modèle 3 ou modèle Y, là, qui sont branchées en série, là. Sont pas nécessairement en série, mais on est capable de retirer la puissance des 2 simultanément. Mais en fait, on est aussi capable de les recharger simultanément. Donc, quand on charge notre système avec une borne publique, les 2 se rechargent en même temps. De façon égale. De façon égale. Puis c'est là, le secret ou la technologie propriétaire, c'est d'exploiter ce système-là de 2 batteries simultanées. On peut le charger aussi à la maison avec 2 batteries de niveau... 2 chargeurs de niveau 2 simultanément. Donc, c'est un peu plus long qu'un niveau 3, mais c'est moins cher. Mais vous avez la capacité, dans le fond, d'utiliser la puissance maximale de ces 2 chargeurs-là pour que ça aille plus vite dans recharger votre véhicule ou remplir là, ce camion-là, justement. Exactement. Donc, en 4 à 5 heures, on est capable de remplir avec 2 bornes niveau 2. Sinon, avec une borne niveau 3 de 100 kW et plus, là, on parle de peut-être 1 heure là, pour remplir tout le véhicule. Parce que c'est 80 kW de vitesse de charge sur le véhicule que vous allez ravitailler, mais vous êtes capable de prendre la recharge plus rapidement que ça. En fait, c'est la même puissance. Donc, dans les 2 cas, c'est 80 kW. Dans les 2 cas, OK. Oui, dans les 2 sens.
Donc, 80 kW pour, techniquement, là, c'est 200 ampères à 400 volts là, qu'on est capable de donner. Donc, c'est quand même beaucoup d'ampères à beaucoup de volts. Là. C'est mettons, de la technologie industrielle. Là. C'est pas, c'est pas résidentiel, disons. Est-ce que vous aviez imaginé la possibilité de prendre un fourgon transit électrique, par exemple, ou un sprinter électrique pour une utilisation comme celle-là? Je comprends que le défi doit être le poids, là, mais il y a peut-être d'autres enjeux aussi. Là. Bien, c'est un bon point. Puis oui, on l'a considéré. J'aurais vraiment aimé ça initialement. Les deux enjeux principaux, c'est la capacité de charge pour mettre une batterie supplémentaire dans le véhicule. On dépassait la limite du véhicule. Le véhicule a déjà sa propre batterie, donc en rajouter une autre, là, c'était trop. Ou deux autres. Ou deux autres. Puis l'autre enjeu, c'est la recharge. Quand il faut recharger notre système et le véhicule en même temps, ben là, on a besoin de 2 bornes rapides. Non, mais vous appelez juste Mobile Charge, puis ça va aller. Oui, c'est ça. Exact. Ça s'appelle développer un circuit court interne. Oui, c'est ça. Ouais. Le prochain. OK. Puis, évidemment, il y aurait cette possibilité éventuellement que vous preniez un véhicule à grosse batterie duquel vous pourriez extirper de l'énergie pour ravitailler un autre véhicule qui a une plus petite batterie, là, disons ça comme ça. Oui. Donc ça, c'est en développement. Ça serait d'utiliser la batterie du véhicule à la fois pour le déplacer et pour charger les clients. Donc, ça serait un système de contrôle qui pourrait s'arrimer à un véhicule. Donc ça, c'est vraiment de la recherche et développement. C'est pas pour immédiatement, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Là. Est-ce que le système de conditionnement, le refroidissement ou à laquelle que vous gardez vos batteries à bonne température, est-ce que c'est un système fermé où vous servez aussi, par exemple, du transit? Mettons, en hiver, vous pourriez prendre le système de refroidissement du transit pour réchauffer les batteries. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou vraiment c'est indépendant dans le camion? Bien, c'est 100% autonome du camion ou indépendant du camion. Ouais. Donc, le système de refroidissement au liquide est en circuit fermé. Circuit fermé, c'est ça. Donc, il y a son propre liquide, ventilation, tout est... On pourrait retirer le système sans faire aucune connexion au véhicule. C'est complètement autonome. Puis c'est important aussi, on ne modifie pas le véhicule. Dans le fond, on met un système de recharge à l'intérieur. Puis aussi, si à un moment donné, vous avez la possibilité d'aller avec un fourgon qui est entièrement électrique, ben là, vous ne dépendez pas d'un système de conditionnement qui est lié à quelque chose d'autre. Oui, exact. Il a été designé pour une fonction, donc on ne va pas altérer ce design-là. Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui s'achètent des véhicules électriques, peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'on commence à être un peu plus conscientisés, mais qui n'ont aucune idée dans quoi ils s'embarquent. Et ils n'ont pas été à la page de l'évolution de la voiture électrique, se font livrer ça par le vendeur. Je me souviens d'avoir croisé, je pense que j'avais même raconté l'histoire ici, d'un gars qui avait changé son Cadillac Escalade pour un Hummer parce que le vendeur l'avait convaincu que c'était la machine de rêve pour lui. Mais il comprenait pas comment ça fonctionnait. Je l'avais vu essayer de recharger son véhicule sur une borne de 50 kW, 50 kWh, alors que le véhicule est capable d'en prendre 180, je pense, ou plus que ça même. Plus que ça. Alors, tu sais, il comprenait pas le principe de vitesse de charge, de consommation énergétique, c'était pas un véhicule à essence et personne ne lui avait expliqué. Et ça donne lieu à des gens qui vont tomber en panne sèche avec des véhicules électriques qui ne mesurent pas ou ne savent pas, peuvent arriver à une borne, mais ne pas comprendre que ça prend un abonnement, etc., etc. Et là, c'est là qu'on va faire appel à vos services. Alors, c'est quoi les différentes situations que vous avez vues jusqu'à maintenant où les gens ont dû vous appeler pour avoir une recharge, là, par exemple? C'est une excellente question. Donc, les cas d'urgence avec les électromobilistes nouveaux ou les nouveaux électromobilistes, il y en a beaucoup. Donc, encore, hein? Surtout l'hiver, évidemment. L'autonomie est beaucoup réduite. On a été surpris de voir des gens qui sont très proches de leur destination. Donc, ils tombent en panne à 3 km, 5 km de la borne. Donc, ils sont hyper déçus, mais on est toujours extrêmement bien accueillis. Quand on arrive, pour eux, c'est une solution... J'imagine. C'est une solution beaucoup moins invasive que de se faire remorquer. C'est pas un cadeau de faire remorquer un véhicule électrique qui est complètement mort. Oui, parce que le mettre au neutre, même, c'est difficile. Dans certains cas. Puis après ça, de trouver une borne libre, de décharger le véhicule à une borne, c'est une expérience un peu plus... traumatisante pour l'électromobiliste que de se faire charger pendant 20 minutes. Donc ça,
c'est bien accueilli. On voit aussi des véhicules qui tombent complètement morts à cause de la batterie auxiliaire qui se vide. Donc, oui. Ça, on en voit souvent où la batterie 12 volts se vide avec le tu as le droit de nommer des marques, mettons? Non, mais au-delà, c'est une bonne question pareil. Ouais. Je sais pas s'il y a une prédominance, mais donc, dans ces cas-là, tu peux pas ouvrir les portes, tu peux pas ouvrir le hood, tu peux rien faire. Donc, il faut réussir à booster, désolé pour l'anglicisme, mais à survolter la batterie 12 volts. Puis, il y a des trucs pour, exemple, ouvrir le capot du véhicule sans qu'il y ait de batterie. Donc, on est capable de mettre une alimentation externe pour ouvrir le capot et ensuite pouvoir charger le véhicule. Donc, ça, c'est de l'expertise qu'on a développée sur la plupart des modèles. Chose qu'on n'avait pas nécessairement prévue, mais que si on veut être dans ce domaine-là, il fallait développer cette expertise-là. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes affilié à CAA Québec. Oui. Donc, si un électromobiliste membre de CAA Québec tombe en panne, appelle le CAA, l'appel vous est refilé. Oui, absolument. En ce moment, on assure la couverture de la grande région de Montréal, ce qui inclut Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal-Laval. Mont-Laurier jusqu'à Québec. Non, avec un petit délai. C'est ça. Et puis, c'est quand ça arrive, CA nous appelle, on se dirige sur place en moins d'1 heure, puis on va dépanner le véhicule à ce moment-là, le charger pour 20 minutes. Et le plan d'affaires dans les prochains mois, les prochaines années, on se dirige vers où? Une multiplication du parc de véhicules, je comprends, mais il y a d'autres objectifs aussi au niveau industriel. Oui, absolument. En fait, on est un peu en avant de la vague avec notre système. En ce moment, on est les seuls au Québec qui offront ce système-là. On découvre des cas de figure constamment. Il y a des nouveaux marchés qu'on ne connaissait pas. Je parle entre autres de la machinerie lourde. Donc, il y a énormément de désir d'électrifier les chantiers, les mines. On a fait des démonstrations sur des véhicules lourds, des excavatrices, des loaders électriques. On est capable de charger ça. Donc, ce développement d'affaires-là pour ces secteurs-là, d'offrir des systèmes de recharge mobile, que ce soit dans un camion, dans un conteneur ou une remorque. Donc, nous, on distribue, on vend ces systèmes-là. C'est l'avenir en ce moment. On va continuer de supporter, évidemment, les électromobilistes, mais parallèlement, là, on veut distribuer des systèmes de recharge. Notre mission, c'est vraiment de contribuer à électrifier les transports, puis à tous les niveaux, en distribuant des systèmes et des services. 2 questions. Êtes-vous subventionné? Absolument pas. Allez-vous être capable de recharger des voitures chinoises? C'est une bonne question. Parce que c'est peut-être pas une technologie qu'on connaît tant que ça. On a on a vu ça avec des nouvelles technologies. Quand Kia, par exemple, est sorti avec les batteries à 800 volts au lieu de 400 volts, on a dû faire une adaptation à notre... C'était software, c'était uniquement dans le code. Mais on a fait une mise à jour pour pouvoir supporter ça. De là, l'importance d'avoir un partenaire local accessible. Qui est capable de s'ajuster. Ça a pris 1 semaine, on avait un nouveau code, on était capable de... Puis c'était testé, on était capable de charger les Kia, on est capable de charger les Hummer électriques, les nouveaux Silverado, les camions de livraison commerciaux. On s'adapte constamment. Donc, pour les véhicules chinois, pour répondre à ta question, on va s'adapter quand on va les voir. On n'a pas eu accès encore à des véhicules chinois, mais aussitôt qu'on va l'avoir, on va l'essayer. Parce que forcément, il y a des manufacturiers de bornes qui vont devoir être capables d'avoir ce code-là pour recharger les véhicules chinois qui s'en viennent. Absolument. Donc, ce code-là va être en quelque sorte open source à un moment donné, parce que si on veut être capable d'utiliser nos véhicules ici, il faut être capable de les charger. Fait que vous allez forcément avoir accès à ça à un moment donné. C'est à leur avantage. Oui, c'est ça. Pour que l'infrastructure puisse supporter leur arrivée. Exact, oui. Un peu la même chose avec les autobus scolaires électriques. Donc, on a dû s'adapter à différents manufacturiers. Il y en a pour qui ça a été plus facile, donc ça a marché du premier coup. Il y en a d'autres qu'il fallait faire des petites modifications à notre code. On ne vous demandera pas lesquelles. Évidemment, si on veut avoir davantage de détails, vous avez un site web? Oui, mobilecharge.ca. Pas plus compliqué que ça? Très facile. Et l'idée, c'est de ne pas avoir recours à leur service, mais si jamais vous avez mal calculé vos affaires, au moins, ils sont là. Ou si vous êtes surpris par le froid, parce que... Ça change beaucoup l'autonomie. Voilà. Des fois, la tortue apparaît plus vite que ce qu'on aurait prévu dans le tableau de bord. Absolument. Vincent Tremblay, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Bonne chance pour l'entreprise, bien sûr. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. S'il y a une marque que j'ai hâte de voir évoluer dans les prochaines années et qui fête ses 10 ans cette année d'ailleurs, c'est Genesis. Je trouve que le catalogue de produits est sérieux, que l'approche du constructeur est vraiment exceptionnelle. Dans une ère où tu vois plusieurs marques de luxe tirer de la patte un peu. Même les Allemands là, ont de la misère à trouver leur identité, lancent des modèles qui fonctionnent pas à répétition. J'ai pas besoin de te parler d'Infiniti, d'Acura, Lincoln. On sait pas trop où tout ça s'en va. Mais Genesis, on dirait que la vision est claire. Par contre, on nous avait promis un truc chez Genesis il y a plusieurs années. Le parc Genesis devait être électrifié à 100%. On ne devait plus lancer de nouveaux modèles à essence à partir d'il y a 2-3 ans. Et évidemment, on sait très bien que c'est pas ce qui est en train de se passer. On a retiré l'année passée la G80 électrique. Reste donc le GV70 électrique sur le marché et le GV60 qui a été le premier, qui est un véhicule qui se vend au compte-gouttes. Ce qui t'a donné l'envie de l'essayer cette semaine? Écoute, on couvre tous les véhicules au guide de l'auto. Il faut sortir des sentiers battus absolument, et essayer des trucs différents de temps en temps, bien sûr. Et le GV60... Puis t'avais envie de pogner une boule, hein? Une boule? Ben parce que le levier de vitesse... Le levier de vitesse, c'est sûr que dit comme ça sonne bizarre. Mais le levier de vitesse, c'est une planète. C'est comme une planète qui tourne sur elle-même. Bon. On pourra peut-être couper cette portion-là au montage. Ça sera à la discrétion du monteur. Mais bref. Un véhicule, quand il a été lancé, c'était... à l'extérieur de la boîte, très novateur. Autant au niveau du look, c'est subjectif, c'est pas tout le monde qui a aimé ça, mais à l'intérieur, on retrouve encore le langage de Genesis en termes de confort, de finition, de disposition des éléments. C'est neuf, mais ça fonctionne bien et puis c'est confortable. C'est un véhicule qui est silencieux. On la voit, la boule, justement, pour ceux qui nous regardent à la télévision. Tu sais, un véhicule sur une plateforme, quand il a été lancé, puis qu'on peut le qualifier maintenant de vieux, un peu, entre guillemets, parce que la plateforme sur laquelle il a eu quelques petits changements en 2026, peut-être. Ben, grosso modo, c'est la base de l'Ioniq 5, de la EV6. C'est la base de toute l'électrification chez Hyundai, Kia et Genesis. Là. Cette plateforme-là, bon, à l'exception de maintenant, mais à l'architecture 800 volts. Voilà. Exactement, faut le mentionner. Et puis, un véhicule qui est pas... On a de la difficulté à le classifier dans un segment, ce véhicule-là, GV60. Es-tu trop petit? Es-tu plus gros qu'un utilitaire compact? Quand tu te mets à côté, tu te dis, ouais, c'est un petit peu petit, mais à l'intérieur, il y a quand même un bon volume pour le passager, un bon volume pour le chargement. C'est sûr que il y a toutes les bonnes caractéristiques, la puissance, le confort, etc. Mais comme tu dis, je trouve que on a besoin de peut-être quelque chose de nouveau. On a besoin d'un petit peu de renouvellement de ce véhicule-là parce que ça fonctionne littéralement pas. Là, on le voit dans les ventes. Le monde ne le choisit pas. Ailleurs, dans le catalogue chez Genesis, c'est le GV70. Ce n'est pas une plateforme électrique. C'est un GV70 à essence qu'on a mis une batterie dedans puis avec un moteur électrique. Et puis, je peux dire que j'étais impressionné par ce véhicule-là, comment il performe dans le monde automobile pour le fait que c'est pas une plateforme électrique. La même affaire pour la G80 qui a été retirée, c'était un peu le même principe. On avait un moteur électrique et une batterie dans un véhicule à essence. Le problème avec le GV60, c'est qu'on sera pas capable de le classifier. Puis il y a des rivaux qui arrivent à vive allure là, dans les autres marques. Puis avant même que tu ailles là, tu sais, moi, je me souviens quand on est arrivé avec ce véhicule-là sur le marché au cours de l'année 2022, ben la concurrence de ça, notamment, c'était le Volvo C40 Recharge, qu'on a renommé là, EC40 par la suite. Là. Et Volvo avait compris que pour vendre des véhicules au Canada et au Québec, il fallait que les véhicules se qualifient aux subventions. Donc, on avait joué un petit peu avec les groupes d'options, avec les packages pour que, en prix de base, le véhicule puisse se qualifier. Tu mettais des options, il se qualifiait quand même. Chez Genesis, on s'en est complètement fiché. Le prix d'entrée était à 71 000, aucune subvention pour ce véhicule-là. On parle pas de j'étais d'accord ou pas d'accord, là. On parle juste des faits de l'époque. Là, Et ça a tué toute la possibilité que ce véhicule-là puisse se vendre parce que face à la compétition, je pense aussi au Q4 e-tron, c'était à peu près le seul qui se qualifiait pas aux subventions alors que
quand tu regardais le prix réel du véhicule, il n'était pas plus cher que les autres. Mais parce qu'il n'y avait pas un prix d'entrée plus bas, ben, il ne se qualifiait pas et ça fait très, très mal à Genesis. Et puis là, évidemment, ben, il y a la question du look qui est très polarisant. Il y a la question de la quantité de compétiteurs qui sont arrivés par la suite, comme tu le mentionnais. Ouais. Les jeux sont faits. Puis ce qui me fait rire, c'est qu'on continue de mettre de l'énergie là-dessus parce que là, on lance un GV60 Magma. Oui, en 2026, on a mis quelques petits ajustements là, si on va au physique du véhicule, le GV60 normal. Ouais. On a une plus grosse batterie, 84 kWh. On l'a mis à jour un peu. Et puis là, on a annoncé après l'arrivée du premier véhicule de la division de performance chez Genesis, Magma, qui est vraiment cool comme lancement, là, si on veut, chez Magma, parce que justement, on utilise un peu les technologies qu'on a apprises du côté de chez N de Hyundai, puis on les intègre, mais peaufinées pour une marque de luxe. Ça promet, selon moi, parce que on prend les bons moyens, les bonnes affaires, puis on va aller chercher la bonne clientèle. Mais le premier véhicule étant le GV60, c'est comme oh. OK. Ouais. Ça surprend un peu. Ça surprend d'un point de vue canadien. J'imagine que d'un point de vue sud-coréen, ça doit être beaucoup plus cohérent en termes de vision. Oui, il se peut que le véhicule soit plus populaire dans son marché natal. Mais je pense qu'on veut juste en faire un Halo Car, comme on veut le faire avec l'Ioniq 5N. Pour annoncer. Moi, je peux te dire que pour m'être fait brasser la cage sur le circuit Paul Ricard, installé dans le GV60 Magma, ça marche à aucun bon sens. 2 tours de piste, j'étais vert. Parce que dans un véhicule électrique, quand tu conduis pas puis que tu te fais brasser avec tes transferts de masse puis que ça marche à ce point-là, t'es sorti puis t'as fatigué un peu. Ah non. Là, après ça, on nous a servi des petites bouchées sans façon. Mais à dire que c'est épatant comment qu'on a intégré les technologies de sport motorisé, le conditionnement spécifique de la batterie, par exemple, pour l'activité en piste. Je dis pas que c'est des affaires que les gens vont faire, mais on démontre un savoir-faire chez... Moi, j'ai essayé, par exemple, la Ioniq 6N, là, qui était quand même assez épatante sur le circuit. Et ces technologies-là sont intégrées du côté de chez Magma, mais aussi juste dans le véhicule normal. Mais ils sont là. C'est juste que c'est des voitures qui sont exceptionnellement agréables à conduire, silencieuses. C'est un bon package. C'est juste, comme tu l'as mentionné tantôt, la mise en marché. Des fois, on se pose des questions sur les décisions qui sont prises, puis on se dit, on aurait pu avoir plus de clients introduits à la marque Genesis. Par exemple, ton exemple de la C40 qui est admissible, de la GV60 qui ne l'était pas. S'il y avait plus de gens qui auraient pu avoir accès au GV60, ça aurait inévitablement mis de l'eau au moulin là, pour Genesis puis avoir un peu plus de clients. Ce qu'on comprend de ce que tu dis, c'est que le GV60, c'est un véhicule que tu recommandes, mais dans la mesure où le véhicule de presse que tu conduis en ce moment va se retrouver quelque part à l'encan, il y a un concessionnaire qui va l'acheter, va le vendre à rabais, puis là, ça sera peut-être une offre un peu plus raisonnable. C'est dispendieux, surtout avec les rivaux qui s'en viennent. C'est ça. Voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.